Le débat qui nous réunit aujourd'hui prend évidemment un sens particulier à l'aune des événements tragiques que nous avons vécus au début de cette année, au début du mois de janvier. Et en préambule à cette intervention, je tiens à redire ici que nous saluons au groupe écologiste l'attitude du chef de l'État et du gouvernement dans la conduite des opérations et dans la réponse qui a été donnée, dans la réaction face à cette terrible épreuve des attentats. Et nous tenons à saluer le fait que dans la communication du gouvernement, Monsieur le ministre, il n'y a jamais eu la tentation d'une surenchère verbale ou d'un affichage de mesures précipitées relevant le plus souvent du symbole plus que de l'efficacité. Je tiens à saluer aussi votre action, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et à travers vous, les policiers et les gendarmes qui constituent la chaîne de sécurité et qui agissent le plus souvent dans l'ombre. Nous avons eu évidemment à certains moments la manifestation très visible de leur action, mais le plus souvent, ils agissent dans l'ombre pour assurer la sécurité des Français et y compris pour déjouer un certain nombre de tentatives d'attentats. Et je vous le dis, Monsieur le ministre, je pense que, sans naturellement donner de détails, il est important de dire qu'il y a des tentatives d'attentats qui n'aboutissent pas grâce à l'action des services de police et de gendarmerie sous votre autorité. À l'évidence, nous sommes confrontés à une évolution du phénomène terroriste qui appelle des adaptations de notre législation et de nos moyens d'action. Mais dans ce contexte d'extrême tension, nous devons plus que jamais faire preuve de sang-froid et de lucidité, de continuer en quelque sorte à faire preuve de sang-froid et de lucidité. Et à cet égard, le rapport de la délégation parlementaire au renseignement constitue une source de réflexion particulièrement riche. D'abord, ce rapport permet de replacer au cœur du débat la question du contrôle parlementaire sur les missions de renseignement, alors même que le caractère nécessairement discret, voire secret, du renseignement pourrait conduire à soustraire de tout contrôle parlementaire l'activité des services. Ensuite, ce rapport a été rédigé en décembre 2014, à la fin de l'année dernière, soit quelques semaines, certes, avant les attentats qui ont visé Charlie Hebdo puis l'Hyper Cacher, mais le fait que cela a été fait avant, met en quelque sorte ce rapport à l'abri de toute considération de circonstances. Et il montre que, fort heureusement, nous n'avons pas attendu, ni au gouvernement, ni au Parlement, les attentats pour vouloir renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des services de renseignement. Enfin, ce rapport esquisse le chantier de la réforme du renseignement que le gouvernement a depuis décidé d'accélérer, ce qui est tout à fait logique. S'agissant de l'action de la délégation parlementaire au renseignement, je veux rappeler que les écologistes souscrivent pleinement à l'idée selon laquelle les missions de renseignement relèvent de l'action publique et doivent donc, à ce titre, faire l'objet d'un contrôle parlementaire. Aussi, nous nous félicitons que la loi de programmation militaire ait permis à la fois d'élargir et de clarifier les compétences de la délégation parlementaire au renseignement. Désormais, la délégation exerce, je cite, le contrôle parlementaire de l'action du gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. Dans ce cadre, elle se voit confier deux types d'informations. D'une part, des informations d'ordre stratégique, à l'instar de la stratégie nationale du renseignement qui lui est communiquée, ou du plan national d'orientation du renseignement qu'elle peut consulter. Et je salue l'arrivée du ministre de la Défense juste au moment où j'évoquais la loi de programmation militaire. D'autre part, des informations d'ordre budgétaire, telles que le rapport annuel de synthèse des crédits du renseignement, qui permet d'évaluer le coût global de la fonction renseignement. De plus, la loi de programmation militaire a élargi les capacités d'audition de la délégation parlementaire qui peut désormais interroger le directeur de l'Académie du renseignement et les directeurs d'administration centrale exerçant des fonctions de renseignement. À l'avenir, la délégation pourrait solliciter des agents issus d'autres services concourant aux activités de renseignement, tels que la gendarmerie et l'administration pénitentiaire ou les présidents des autorités administratives indépendantes, que sont la commission consultative du secret de la défense nationale et la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Pour le groupe écologiste, l'élargissement des pouvoirs de contrôle et d'évaluation de la délégation parlementaire doit être encouragé. Et je pense notamment à la précision des documents budgétaires
Le rapport indique ainsi qu'aucune information n'a été transmise pour 2015 et que les autorisations d'engagement qui permettent de mesurer l'investissement dans la durée ne sont pas précisées, ou à la facilitation de l'audition de personnalités issues des services de renseignement. Enfin, la question de la représentativité de la délégation demeure posée, et ça ne nous étonnera pas que le coprésident du groupe écologiste que je suis la pose, puisque aujourd'hui, de par sa composition, seuls 2 groupes parlementaires sont représentés au sein de la délégation parlementaire au renseignement, le principal groupe de la majorité, groupe majoritaire, et le principal groupe d'opposition. Nous pensons que le pluralisme est le meilleur garant de la qualité des travaux d'une délégation et du contrôle parlementaire. Deuxième intérêt du rapport de la délégation réside dans le bilan qu'il dresse de la réforme du renseignement intérieur. En effet, à la lecture du 4e chapitre de ce rapport, nous apprenons notamment que la structuration de la Direction générale de la sécurité intérieure est en bonne voie et que le principal chantier de la réforme réside dans la fixation d'un nouveau cadre légal pour les services. Que la coordination de la Direction générale de la sécurité intérieure avec les autres services de renseignement évolue très favorablement, notamment avec le service central de renseignement territorial, la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la gendarmerie, qui permet d'intégrer une approche gendarmerie dans la réforme du renseignement intérieur, la direction du renseignement de la préfecture de la police de Paris ou encore le bureau du renseignement pénitentiaire. Par ailleurs, l'analyse de la délégation parlementaire met en lumière un certain nombre de défis pour nos services, qu'il s'agisse de la multiplication des interactions entre les agences, de la création d'une culture commune du renseignement, de l'harmonisation des formations ou encore du renforcement de certains budgets et effectifs. Enfin, ce chapitre pose la question cruciale de l'accès des différents services aux sources d'information et notamment aux différents types de fichiers. Depuis la publication de ce rapport, le gouvernement a décidé d'accélérer la réforme du renseignement et a d'ores et déjà annoncé les grands principes qui présideront à ce chantier. Les moyens humains et matériels du renseignement seront accrus. Au total, 736 millions d'euros seront débloqués et 1400 postes seront créés dans les 3 ans, dont 1100 dès cette année. Deuxième principe, un nouveau cadre légal sera fixé et sur ce point, les orientations du gouvernement, Monsieur le ministre, paraissent encore un peu floues et c'est l'occasion peut-être dans ce débat pour vous de les préciser. Troisième principe, une attention particulière sera portée à la question de la radicalisation. L'activité du renseignement pénitentiaire sera intensifiée et je veux dire l'étonnement qui fut le nôtre lorsque nous avons découvert que le bureau du renseignement pénitentiaire ne comptait que 13 agents. Si j'en crois votre rapport. Et un fichier recensant les personnes condamnées pour des faits de terrorisme devrait être créé. Pour notre groupe, les récents événements ont rappelé l'impérieuse nécessité de consolider le volet prévention de la lutte contre le terrorisme et donc de conduire efficacement cette réforme du renseignement. Pour cela, le respect de certains principes nous semble indispensable. D'abord, le principe d'encadrement du pouvoir administratif par le pouvoir judiciaire doit prévaloir. Si le recours à certains moyens administratifs doit être naturellement envisagé dans des circonstances d'urgence, le contrôle du juge doit intervenir dans les délais les plus courts pour garantir les droits et libertés du citoyen. Ensuite, la lutte contre la radicalisation sur la toile ne doit pas conduire à vouloir, si je puis dire, casser le thermomètre plutôt qu'à traiter la fièvre et les causes de la fièvre bien réelles sur Internet. Enfin, nous considérons que l'accès aux données personnelles et aux fichiers doit également être réglementé par le pouvoir judiciaire. À cet égard, je veux dire l'aberration de la situation que j'avais dénoncée d'ailleurs dans l'examen de la loi de programmation militaire, où nos données personnelles peuvent être détenues sans aucun problème par des compagnies privées, notamment les compagnies aériennes, à des fins commerciales, mercantiles, mais non par des agences publiques à des fins de sécurité. Pour autant, la durée de conservation de ces données, mais surtout l'accès à ces fichiers, doivent faire l'objet du plus strict encadrement afin que les principes élémentaires de notre droit demeurent respectés. Je ne doute pas que les échanges que nous aurons dans les minutes qui suivent nous permettront et vous permettront, messieurs les ministres, de nous donner davantage de précisions quant aux orientations de cette réforme du renseignement et de nous rassurer sur les impératifs de contrôle que je viens de rappeler. Je vous remercie. Merci.